Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau JT sur Monaco Info. Au sommaire, aujourd'hui, la protection de l'environnement est au centre des discussions cette semaine. Le message se veut universel, notre futur dépend de la bonne santé des écosystèmes. L'un des temps forts de cette Planetary Health Week, une conférence sur la relation entre la santé de l'homme et celle de la planète. Nous en parlerons avec le président du Centre scientifique de Monaco, le professeur Patrick Rampal. Le cinéma serait-il le meilleur antidote aux angoisses du moment? C'est la question que nous avons posée à notre second invité. Il vient de présenter la nouvelle saison de Tout l'art du cinéma. Vincent Vatrican, le directeur de l'Institut audiovisuel de Monaco, sera avec nous. Dans ce journal également, la reprise du championnat de Jeep Elite et un coup de projecteur sur MIPAC, une association qui met en valeur les jeunes talents. Mais avant cela, la direction du tourisme et des congrès a accueilli la presse Madawan ce matin, Frédéric Elion. Oui, l'occasion de faire un bilan touristique de la saison estivale. Guy Antonielli, le directeur du tourisme et des congrès, a livré une analyse mitigée. Si les chiffres sont clairement à la baisse dans le contexte sanitaire que l'on connaît, les résultats sont supérieurs à nos prévisions. En juillet, le taux d'occupation des hôtels de la principauté était de 40% contre 76% en 2019. En août, il a grimpé à 56,5% contre 80% l'été dernier, avec 2 journées exceptionnelles à 95% dans certains établissements. Autre information, un nouveau membre à la Commission supérieure des comptes. Oui, Olivier Ortiz a été nommé comme membre de la Commission supérieure des comptes de la Principauté. Par ordonnance souveraine, il remplace Bertrand Schwerer, démissionnaire. Olivier Ortiz occupait auparavant les fonctions de conseiller maître à la Cour des comptes française. Le nouveau musée national de Monaco et la Fondation Prince Albert II présentent une nouvelle exposition, Frédéric. Oui, Miro, la peinture au défi, une exposition à découvrir jusqu'au 25 octobre à la Villa Paloma, qui rassemble plus de 50 tableaux, 3 sculptures et un bel ensemble de collages et de dessins de l'artiste catalan Juan Miro. En marge de l'exposition, une œuvre du peintre, offerte par son petit-fils, sera mise aux enchères ce soir au profit de la Fondation Prince Albert II de Monaco, à l'occasion du Monte Carlo Gala for Planetary Health, dédié cette année à l'océan, à la Terre et l'humanité. Gala sur lequel nous reviendrons demain. Dernière information, le Yacht Club de Monaco, en collaboration avec le Crédit Suisse, lance le Sea Index. Oui, le Super Yacht Eco Association Index, le premier référentiel du yachting en matière de performance environnementale, un outil pratique et nécessaire pour répondre à la forte demande des propriétaires désireux de pouvoir calculer leur impact environnemental et accompagner l'industrie du yachting dans sa mutation pour un avenir plus éco-responsable. Merci Frédéric, vous avez pu le suivre sur notre antenne. Cette semaine est placée sous le signe de la santé planétaire, alors que cette année aurait dû être une grande année pour l'environnement et la biodiversité. La crise sanitaire nous aura tous amenés à réfléchir et à prendre conscience de l'importance de protéger notre planète et du lien qui existe entre la santé de la planète et la santé de l'homme. C'était le thème d'ailleurs de la conférence au musée océanographique qui a eu lieu hier. Parmi les intervenants, le président du Centre scientifique de Monaco, il est avec nous ce soir. Bonsoir Patrick Rampal. Bonsoir. Santé de l'océan, santé de l'homme, en quoi les deux sont étroitement liés? Bien, nous sommes étroitement liés à l'océan parce que nous ne pouvons pas vivre sans l'océan. L'océan nous fournit l'eau que nous consommons, nous fournit 70% de l'oxygène que nous respirons à partir des plantes aquatiques, absorbe 30% du CO2 qui est généré par les activités humaines, permet aux hommes, dans certaines régions, il y a 2 milliards d'hommes qui sont dépendants de l'océan en consommant comme protéines pratiquement exclusivement des produits de la mer. Donc nous sommes extrêmement liés à l'océan. Et nous ne vivons que grâce à l'océan. Et l'océan est en grand danger. Nous l'avons surexploité. Nous injectons tous les ans 2 milliards de tonnes de déchets dans l'océan. 2 milliards de tonnes de déchets, c'est impressionnant. Nous jetons dans l'océan 100 millions de tonnes de plastique dans l'océan.
Et quand on sait que le plastique met entre 50 et 500 ans pour se dégrader, on peut imaginer ce que va devenir la Terre si nous n'interrompons pas rapidement cette tendance qui est absolument catastrophique. Et selon vous, est-ce que cette pandémie nous a invités justement à repenser notre rapport à l'environnement et à l'océan ? Absolument, absolument. Il faut vraiment intervenir de toute urgence. Je dirais on peut être plein d'espoir parce qu'on a vu ce qui s'est passé avec le Covid, avec le confinement de 2 mois. On a vu chuter la pollution atmosphérique d'une manière considérable. Donc on sait qu'on peut le faire pour la pollution atmosphérique, on doit pouvoir le faire pour la pollution océanique. C'est justement la surpêche, le fait aussi qu'il y ait moins de liaisons au niveau des bateaux dans la mer, c'est ça qui a, on va dire, diminué cet impact négatif de l'homme sur notre planète ? Absolument, la surpêche est un des facteurs, mais les facteurs essentiels, ce sont, je le disais, la pollution par les plastiques. Ils ne sont peut-être pas toxiques, mais ils ont des effets secondaires extrêmement toxiques. C'est que les plastiques sont des transporteurs de microbes et vont permettre de diffuser des bactéries qui peuvent être pathogènes tout au long de l'océan, qui est un milieu qui est extrêmement communicant. Donc un message, c'est de supprimer au plus vite les plastiques à usage unique. Et à côté des plastiques, on a la pollution organique, par exemple par les métaux lourds, qui est elle aussi extrêmement délétère pour l'homme. Les 2 points majeurs de mon petit exposé avec vous, c'est d'essayer de quitter les plastiques et quitter la production, la combustion d'énergie fossile. Dit comme ça, cela a l'air simple, mais c'est un important travail qu'il faut réaliser mondialement. Absolument, c'est un énorme travail. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez, cette réunion d'information se situe dans le cadre d'une politique plus générale de la principauté et que nous organisons, le centre scientifique organise au mois de décembre, le 2 et 3 décembre, un gros symposium international avec des acteurs qui est à la fois présentiel et aussi webinaire, avec des acteurs du monde entier, que nous espérons faire porter par le souverain et par les décideurs du monde entier pour essayer rapidement d'améliorer la situation des océans. Il faut donc une forte prise de conscience. Merci beaucoup, professeur Rampal, d'avoir été avec nous ce soir. Je vous en prie, c'est moi. Un mot de sport à présent et la reprise tant attendue du championnat de Jeep Elite. La Roca Team a débuté sa saison par un match avancé comptant pour la 2e journée de championnat face à Boulogne-le-Valois mercredi soir. Les joueurs de Mitrovic se sont inclinés 62-72, mais l'essentiel était ailleurs. Le résumé de Frédéric Elion. 199 jours d'attente, une éternité pour les fans de l'AS Monaco Basket qui n'avaient plus vu leur équipe préférée à la salle Gaston Médecin depuis une victoire face à Dijon en mars dernier. Cette Roca Team version 2020-2021 est encore en rodage et manque de repères collectifs. Mathias Le Sort et Dean Carrington sont arrivés il y a peu. Avec l'accumulation des matchs, l'équipe de coach Mitrovic va progresser et semble armée pour très bien figurer encore cette saison. On a pu voir déjà une équipe très physique avec des joueurs capables de switcher et de bien défendre sur tous les postes, à l'image de Marcos Knight, meilleur marqueur monégasque avec 12 points, qui ajoute 6 rebonds à sa feuille de stats. Mathias Le Sort et Daryl Willis, 15 rebonds à eux deux, ont confirmé la dimension athlétique de l'ASM. Monaco a mené de 8 points dans le 3e quart-temps, avant de voir Levallois faire la différence dans le 4e, grâce notamment à un excellent Rob Gray. Les Metropolitans l'emportent de 10 points, 72-62. Rien d'alarmant, la Roca Team est en rodage, l'essentiel était ailleurs. Monaco a enfin retrouvé son public. C'est vrai que ça fait du bien. Voilà, après la préparation, c'est sûr qu'il y avait aussi personne. Voir notre public aussi, enfin moi aussi pour la première fois, c'est vrai que c'est une atmosphère différente. Et surtout aussi en match de championnat, quand on sait que c'est officiel et on voit notre public qui nous encourage, qui nous pousse, c'est sûr que c'est plaisant à jouer. C'est top, en plus ils sont restés debout comme j'avais dit, quand je venais d'arriver, ils sont restés debout jusqu'au premier panier. Et en plus c'est moi qui l'ai marqué, donc ça c'était top. Mais c'était bien d'avoir le public, c'était bien d'installer les premiers échanges avec le public. Et puis on espère que la prochaine fois, en tout cas la prochaine fois, on va chercher la victoire, quoi. Et prochain match de la Roca Team ce samedi avec un déplacement du côté de la Dordogne face à Boulazac.
Parlons 7e art avec notre prochain invité. L'Institut audiovisuel de Monaco a présenté aujourd'hui la programmation de tout l'art du cinéma. Nous sommes avec son directeur. Bonsoir Vincent Vatrican. Bonsoir Émilie. 17e saison de tout l'art du cinéma, c'est vraiment une ode au 7e art avec des réalisateurs de différents genres et de différentes époques. Toujours le principe de tout l'art du cinéma, c'est de mélanger les époques, les cinématographies, pour pouvoir proposer au public des films connus et moins connus, et surtout des œuvres rares pour satisfaire le public de Monaco. Alors cette saison sera rythmée par plusieurs événements. Le premier qui prend une place importante dans votre programmation, ce sont les mardis du cinéma. Pour thème, cette année, Chanter la vie. C'est un clin d'œil à l'actualité ? Oui, par défaut, on avait à l'origine prévu une thématique autour des monstres, figurez-vous. Et puis devant la crise sanitaire, on s'est dit peut-être qu'on allait remiser ce programme. Un peu trop anxiogène peut-être. Voilà, l'actualité étant peut-être elle-même déjà comme un mauvais film fantastique ou une mauvaise série. Donc on a plutôt changé de curseur et envisagé une programmation plus libre, plus enchantée, plus drôle aussi parfois, ce qui n'empêche pas d'aborder des thématiques sérieuses, mais disons que c'est une thématique plus enjouée. Woody Allen, Fellini, quels autres réalisateurs seront présentés pendant cette programmation, cette saison ? On ira vers du cinéma tchèque, notamment un film qui s'appelle Alouette, le fil à la patte, qui est un film qui a été tourné juste après la répression du printemps de Prague et qui a été remisé dans les placards pendant 20 ans. Mais on présente aussi beaucoup d'autres films, encore inconnus, Édouard aux mains d'argent de Tim Burton, qui est notre film de Noël, mais aussi encore des raretés comme deux films de Jean-Daniel Paulet, à qui la Cinémathèque française rend hommage en ce moment même, qui est un cinéaste discret mais vraiment important du cinéma français. Donc voilà, c'est une alchimie entre des films connus, je le disais, et moins connus, et qui forment tous ensemble, à nos yeux, tout l'art du cinéma. Et toujours ces partenariats avec différentes entités culturelles de la Principauté, le NMNM, les ballets de Monte-Carlo, également le Monte-Carlo Jazz Festival ? Tout à fait, qui est un de nos deux nouveaux labels, puisqu'on va développer désormais avec Jean-René Palacio une fenêtre cinéma à l'intérieur de ce grand festival de jazz. Et deuxième nouveauté de cette programmation, un deuxième label qu'on va développer avec l'Alliance française de Monaco, qui s'appelle De l'écrit à l'écran, à savoir comment un roman, un ouvrage, une nouvelle est porté à l'écran par un cinéaste, en adaptant fidèlement ou parfois moins fidèlement cet ouvrage. Vincent Vatrican, est-ce que finalement la culture, le cinéma n'est pas le meilleur antidote à l'ambiance, à l'humeur actuelle, on va dire ? Je dirais qu'il y a un moment peut-être où on se rend compte dans la situation actuelle à quel point le cinéma peut avoir un pouvoir mimétique. Je le disais en ouverture, on a l'impression de vivre un moment, un climat étrange, comme dans un film fantastique de David Cronenberg ou de John Carpenter, quelque chose d'un peu, en effet, angoissant, dont on ne connaît pas bien l'issue. Un mot sur l'inauguration des nouveaux locaux de l'Institut audiovisuel de Monaco. Ça a eu lieu hier, en présence notamment du prince souverain et de la princesse Caroline de Hanovre. On a monté en niveau, en qualité technique. Les effectifs aussi ont augmenté pour faire face au travail et au volume d'images à traiter. Vous le savez, Émilie, puisqu'on traite l'ensemble des images produites par la chaîne. Donc c'est un travail quotidien lourd qu'il faut accomplir pour sauvegarder la mémoire de cette chaîne qui a aujourd'hui 25 ans. Donc on avait à cœur de préparer au mieux les conditions de cette inauguration. Merci beaucoup Vincent Vatrican d'avoir été avec nous. Tout le programme de tout l'art du cinéma est à retrouver sur Internet. Tout à fait, sur le site toulartducinéma.mc. Merci beaucoup Émilie. D'avoir été avec nous. Merci Émilie.
Eux rêvent un jour de faire leur apparition non pas sur le grand écran mais sur les scènes de concert. Un rêve lointain vu leur jeune âge, mais leur ambition est déjà palpable. Pour cela, ces jeunes chanteurs de la région peuvent compter sur le soutien de MIPAC, une toute nouvelle association artistique monégasque que vous présente Vanessa Dessy. Créée en 2020 afin d'enrichir la principauté d'activités culturelles et artistiques, l'association MIPAC a pour but de découvrir de nouveaux talents sur le sol monégasque. C'est pouvoir développer plusieurs activités artistiques au sein de la principauté et voir plus tard s'il y a de l'expansion ailleurs, avec la participation d'autres associations. Guitariste et coach renommé Norbert Proust décide de rejoindre l'équipe afin d'apporter quelques idées artistiques. On a envie d'apporter un peu de vie, peut-être pas organiser de grandes scènes comme pour les grandes occasions, la fête de la musique ou quoi, mais là, quand on se balade par exemple ici sur l'esplanade du port, un petit groupe en acoustique, comme ça, il y a eu une époque où on les fait, moi je me souviens, j'étais au conservatoire avec Charlie Vaudano. C'était une époque où on jouait tout le temps, un peu partout. C'est vrai que la conjoncture ne nous paie pas. Mais bon, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas se mettre au travail et préparer. L'association lance les Golden Voice à Monaco. Cette nouvelle branche internationale permettra de donner l'opportunité d'être remarqué et mis en lumière sur scène. C'est une filiale territoriale pour donner la chance aux talents monégasques de se faire voir, de se faire entendre. Et l'association organisera différents ateliers et masterclass tout au long de l'année. Nous vous en avons parlé sur Monaco Info, beaucoup d'événements annulés en principauté, mais certains sont maintenus, Frédéric, dont un ce week-end pour le plus grand bonheur des amateurs de chats. Oui, l'association monégasque des Gatti des Mounégou organise ce week-end au chapiteau de Fontvieille la première exposition féline internationale de Monaco. Un concours de beauté de chats de race à découvrir en famille. 145 félins sont inscrits, des adultes, chatons, des chats d'éleveurs ou de particuliers. Horaire d'ouverture de l'exposition de 10h à 18h. Autre idée de sortie pour le week-end, si la météo le permet, la fête du Rocher. Oui, après les jeudis du Rocher, les commerçants de Monaco-Ville vous invitent à la fête du Rocher, dimanche de 11h à 18h. La boîte de jeux vous propose un jeu de piste à travers les ruelles de la vieille ville. Tout au long de la journée, des acrobates, jongleurs, échassiers et danseurs mettront l'ambiance. À 18h, rendez-vous place de la mairie où la compagnie de théâtre Les Farfadets proposera un spectacle itinérant autour des fables de La Fontaine. En football, Monaco reçoit Strasbourg dimanche à 15h avec seulement 1000 spectateurs au stade Louis II. Oui, le gouvernement princier a décidé mercredi de réduire la jauge maximale des manifestations en principauté à 1000 personnes à partir de vendredi 25 septembre. Une décision prise dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Dans un communiqué, le club affirme travailler à l'application de cette décision en étroite relation avec le gouvernement princier, afin de permettre à ses abonnés d'assister autant que possible à la rencontre. La billetterie est fermée, les personnes ayant acheté un ticket seront remboursées et les conditions de son remboursement seront communiquées directement par mail. Et enfin, un point sur la météo. Frédéric, avez-vous de bonnes nouvelles à nous annoncer pour la journée de demain ? La journée sera globalement ensoleillée, Émilie. Quelques passages nuageux sont prévus, mais les nuages n'arriveront pas à s'installer dans le ciel à cause du vent qui soufflera toute la journée, et notamment l'après-midi avec de fortes rafales pouvant atteindre les 70 km/h. Les températures sont en baisse, 13 degrés le matin, 20 l'après-midi, l'eau sera à 22. Le soleil se lèvera à 7h20 pour se coucher à 19h23. Vendredi 25 septembre, nous fêterons les Hermann. Une bonne nouvelle donc avec la fin de journée que nous avons connue en principauté. Vous nous parliez tout à l'heure, Frédéric, de l'exposition au nouveau musée national de Monaco, Miro, la peinture au défi. Notre photographe Manuel Vitali vous emmène justement à la découverte de cette exposition. On se retrouve demain pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité sur Monaco Info.